Eh ben, effectivement, merci Eric pour ce passage de parole. Alors, on va essayer, avec notamment François Keller-Alosso, de tenir le temps sans non plus complètement brider sa présentation. Alors, nous, on trouve que c'est assez logique qu'on termine parce que finalement, tout ce que vous avez évoqué depuis ce matin, c'est ce qui va constituer aussi le cadre de vie dans lequel on est censé agir, hein, que ce soit l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité. Et la culture, l'éducation. Donc, c'est vraiment dans une continuité. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées. Moi, ce que je voulais avec mon collègue Nicolas mettre en avant, c'est que cette question de l'amélioration du cadre de vie, elle est particulière, notamment pour les parcs, entre autres, parce qu'on sort d'une période, on sort, je le dis vite, mais on sort d'une période sanitaire qui a permis à bien s'imprégner de son cadre de vie. Et qui, déjà en 2019, il y avait une étude qui avait montré que les gens passaient 90% de leur temps dans des endroits clos, que sur ces 90%, il y avait 67% qui étaient dans le logement et qu'un quart de la population, 25%, passait plus de 20 heures par jour dans son logement. Donc surtout des publics fragiles, des personnes âgées, des jeunes. Donc, il y avait vraiment aussi cet intérêt important pour la qualité du bâtiment, la qualité de l'air intérieur. Il y a d'ailleurs eu en 2001 une création d'un observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et puis, ben, la qualité du logement, la qualité des lieux où on travaille, on a parlé de mobilité, on a parlé de tiers-lieux aujourd'hui, ben, elle se retrouve dans l'aménagement. Et ce qu'on voulait montrer, c'était qu'on pouvait agir là-dessus et qu'il y avait une prise de conscience. Alors, cette prise de conscience, elle s'est faite notamment depuis une dizaine d'années dans la démarche écoquartier à laquelle les parcs et la fédération ont eu la chance d'être associés très tôt. Et c'était d'ailleurs un des objectifs, hein, la qualité de la santé dans les projets d'écoquartier. Ça fait partie des indicateurs. Et au sein de l'équipe qui travaille au ministère de la Transition écologique sur les écoquartiers, ben, on a un spécialiste de cette question de l'aménagement durable favorable à la santé. On a la chance qu'il soit avec nous. Donc, c'est François Keller-Alosso qui va vous présenter, je pense, bien au-delà des écoquartiers, ce que peut être une approche d'un aménagement durable intégrant la santé. Donc, François, avec Nicolas, on te passe la parole et tu peux déclencher toi-même le diaporama. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement, comme vous l'a dit Philippe, François Keller-Alosso. Je suis urbaniste géographe et je travaille donc au bureau AD4, bureau écoquartier, qui est à la sous-direction de l'aménagement durable. On est à la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, DGLN, et on est sous la tutelle de deux ministères, donc le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion sociale et des relations avec les collectivités territoriales. Voilà pour le cadre. C'est un peu long, mais voilà. Donc moi, j'ai tendance à parler de bien-être et de santé, parce que les deux se tiennent. Et vous verrez dans mes propos que tout se tient en fait. Donc si je vais essayer de vous démontrer ça aujourd'hui, qu'en termes de bien-être et de santé, d'aménagement, d'environnement, tout se tient, tout est lié. Alors je vais démarrer effectivement le PowerPoint. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Bon. C'est bon? Ok, parfait. Alors écoutez, c'est parti. Donc, la plupart de mes collègues qui sont dans le réseau parlent d'urbanisme favorable à la santé. Moi, je préfère parler d'aménagement durable favorable à la santé parce qu'en fait, lorsqu'on fait de l'aménagement durable, c'est là où on est le plus favorable au bien-être et à la santé. En propos introductif, je voulais vous parler d'un mécanisme qui s'appelle l'épigénétique, qui est assez récent dans l'histoire de la médecine. Effectivement, ça aurait pu être un propos introductif à la journée, mais je trouve ça bien de le mettre aussi en conclusion. En fait, l'épigénétique, c'est l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'on est tous nés avec un patrimoine génétique, qui est un peu la roulette russe, hein, c'est en fonction de nos aïeux, de ce qu'on a pu hériter. Mais en revanche, nos gènes s'expriment de manière différente en fonction de nos comportements et de l'environnement dans lequel on habite, on se déplace, nous vivons. L'avantage de ce phénomène de l'épigénétique, c'est qu'on est sur un phénomène de marque réversible, ou de post-it qu'on enlève, ou de post-it qu'on retire sur nos gènes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il suffit que l'on change nos comportements ou l'environnement dans lequel on habite pour potentiellement avoir un effet réversible sur notre santé. C'est-à-dire que si on a mal dormi pendant 20 ans, il suffit qu'on dorme bien pendant 6 mois, on n'a pas forcément accumulé les 20 ans de mauvais sommeil. Alors, ça ne marche pas pour tout, vous le verrez, ça ne marche pas pour le tabac, ça ne marche pas pour l'alcool, ça ne marche pas pour les psychotropes, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Si on change l'environnement dans lequel on habite ou nos comportements, on peut avoir cet effet
effet réversible sur l'expression de nos gènes. Je ne rentre pas dans le mécanisme technique médical, mais je vous encourage à aller creuser cette question de l'épigénétique sur Internet ou ailleurs. Donc, en termes d'épigénétique, ce qui va compter, c'est nos comportements individuels, c'est-à-dire l'alimentation. L'intervenant précédent vous en a largement parlé. L'alimentation, elle est fondamentale et prépondérante dans les questions de bien-être et de santé. Le sommeil, la sédentarité, nos pratiques physiques et sportives, nos interactions sociales. Ça, c'est très, très important. Vous avez pu le constater certainement pendant la crise sanitaire. Beaucoup de personnes qui étaient seules ou isolées, on a pu constater des problèmes en termes de santé mentale ou autre. Donc, les interactions sociales sont aussi fondamentales dans les questions de bien-être et de santé. Le tabac, l'alcool, les drogues, les psychotropes, je vous en ai parlé. Le stress, le bonheur, le plaisir, à ne pas négliger, bien sûr. Les expositions aux écrans, etc., etc. Donc ça, c'est chaque individu qui peut avoir une action directe sur sa santé, sur son bien-être et sa santé. Voilà. Les pouvoirs publics, ce qu'ils peuvent faire, c'est informer, sensibiliser, encourager à ce que les individus aient des comportements qui soient plus favorables à leur bien-être et à leur santé. Mais ça reste encore, voilà, le levier principal, c'est soi-même. Tout ça, on peut le changer facilement. Et ensuite, il y a les facteurs environnementaux. Ceux-là sont aussi assez importants, mais vous verrez qu'ils sont légèrement moins importants que les facteurs individuels. Et donc là, forcément, il s'agit de la pollution atmosphérique, de la présence de nature en ville ou de biodiversité autour de chez soi, de l'accès à une eau de qualité, les nuisances sonores, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les néonicotinoïdes, j'ai réussi à le dire, les ondes électromagnétiques, les îlots de chaleur, la sécurité, etc., etc. Donc, l'environnement dans lequel on habite a un poids très important sur notre bien-être et notre santé. Et là, pour le coup, il y a un facteur beaucoup plus aggravant ou injuste que sur les facteurs individuels, c'est que plus on est pauvre, moins on a de possibilités de choisir son environnement ou de pouvoir s'extraire d'un environnement nuisible. Et à contrario, plus on est riche, plus on habite dans des environnements qui sont souvent plus favorables. Et si par malheur, il devait y avoir un facteur néfaste, on a plus de facilité à s'en extraire. Alors, bien sûr que sur les comportements individuels, il y a aussi des inégalités sociales. Plus on est pauvre, moins on a accès à une alimentation de qualité ou à une sensibilisation à une alimentation de qualité. Mais en tout cas, pour les facteurs environnementaux, ils sont beaucoup plus importants que sur les facteurs individuels. Voilà pour l'épigénétique. Donc, vous voyez là sur le camembert que je vous ai mis en haut à droite, bon, c'est en grandeur d'idée, après ça dépend des endroits où on habite, mais qu'en gros, les facteurs individuels ou les modes de vie, on est pratiquement à 50% de l'effet sur le bien-être et la santé. Donc, c'est quand même la moitié de la qualité de notre bien-être et de notre santé qui sont basés sur nos comportements individuels ou nos modes de vie. Donc, c'est quand même le plus important. Ensuite, on a 20%, c'est l'environnement. 20%, je vous le disais tout à l'heure, c'est la génétique. Malheureusement, ça, c'est ce qu'on a hérité, pour le pire et pour le meilleur. Et ensuite, ces 10%, c'est l'accès aux soins médicaux, l'accès aux soins soit basiques ou de prévention, soit des soins plus techniques ou plus extraordinaires. Mais en tout cas, ils sont aussi assez importants. Donc, vous pouvez aussi imaginer qu'en France, on n'a pas accès à une offre de soins égale sur tout le territoire. Donc, il y a certains territoires où, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de la région parisienne, où il y a quand même un taux de couverture de nombre de médecins par habitant ou de spécialistes par habitant qui est assez important, même s'il a tendance à se réduire dans certains territoires, qui du coup a un effet sur la santé des populations par rapport à des territoires de déserts médicaux où on aurait plus de difficultés à accéder à des médecins ou des spécialistes. Donc, en termes de bien-être et de santé, la première chose à faire, c'est la prévention. C'est-à-dire que le meilleur médecin, c'est celui qu'on n'a pas besoin de voir. Donc, tous les discours de prévention, toutes les actions de prévention que peuvent mener, notamment le ministère de la Santé, mais au-delà, tous les ministères, parce que ça touche vraiment à toutes les thématiques, vous le verrez tout à l'heure, sont fondamentaux. Et d'améliorer l'environnement, de faire de l'aménagement durable, c'est un des meilleurs leviers de prévention qui puisse exister. C'est pour ça, vous le verrez, que le ministère de la Santé s'intéresse depuis maintenant une vingtaine d'années aux questions environnementales et aux questions d'aménagement durable. Alors, bien sûr, ensuite, une fois qu'il y a la maladie ou une fois qu'il y a des problèmes, il faut pouvoir guérir. Et il y a une notion très importante aussi en termes de santé, c'est pour ça que moi je parle de bien-être et de santé, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que plus vous allez être heureux, plus vous allez être épanoui dans votre vie, moins vous aurez de problèmes de santé. Et donc ça, c'est quelque chose aussi à ne pas négliger.
Donc, en termes d'accès aux soins, il y a maintenant, depuis on va dire une petite décennie, des maisons de santé qui se créent sur la pluridisciplinarité des professionnels de santé, sur justement essayer de répondre à ce problème de déserts médicaux ou de pouvoir proposer des offres vraiment à un spectre assez large, pardon, en termes de soutien, de soins, de services, de sensibilisation. Et ces maisons de santé ont un rôle très important sur les territoires et en termes d'aménagement du territoire. Donc, ils ne sont pas à négliger. Donc, la plupart des ARS, des agences régionales de santé, l'ont bien compris et accompagnent beaucoup de projets de maisons de santé. Je vous ai aussi mis un diagramme, voilà, pour montrer en termes d'environnement ou de comportement individuel, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population. Bon, il se recoupe avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais passer. Donc, à droite, je vous ai mis des photos d'écoquartiers, hein, bien sûr. Je prêche pour ma paroisse, ou pour la paroisse du ministère, avec des environnements soit très urbains, soit beaucoup moins urbains, en outre-mer ou en métropole. Voilà, d'espaces qui peuvent être, on va dire, plus favorables à la santé que d'autres photos que j'aurais pu vous montrer. Mais même dans des milieux très urbains, on peut aménager des espaces. Bon, c'est vrai que la photo en bas à droite est peut-être un peu provocatrice parce qu'il y a très peu de nature en ville et peu de biodiversité, mais en revanche, vous pouvez voir le vivre ensemble, l'accès à l'eau, le jeu des enfants, l'intergénérationnel, voilà, qui est aussi un rôle assez important en termes de santé. C'est bien sûr les espaces naturels et la biodiversité, c'est un des leviers majeurs du bien-être et de la santé, les pratiques physiques et sportives. Voilà. Donc en termes de santé, on peut parler de santé globale, donc ça c'est assez classique, de santé physique. Donc là, on en revient au débat tout à l'heure sur l'obésité ou le surpoids. Bien sûr qu'il y a une différence de gravité, mais moi j'ai envie de vous dire, si on peut éviter d'avoir les deux, c'est quand même une cible importante. Et ensuite, ce qui se voit le moins, ou pas forcément à premier abord, mais dont on parle de plus en plus, c'est de la santé mentale et psychosociale. Et ça, je pense que beaucoup de leçons peuvent être tirées de cette crise sanitaire et du confinement que l'on a tous vécu pendant 1 an et demi, donc très important. Donc voilà, là, je vous ai mis caractéristiques individuelles, comme tout à l'heure, les différents milieux de vie qui ont un impact. Donc, milieu familial, milieu de garde et scolaire, milieu de travail, milieu d'hébergement, communauté locale et voisinage. On peut agir dans tous ces niveaux-là. On a largement parlé du milieu éducatif tout à l'heure. Les différents systèmes d'éducation et de services de garde à l'enfance, système de santé et de services sociaux, l'aménagement du territoire, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, soutien à l'emploi et solidarité sociale, autres systèmes et programmes, et les contextes politiques et législatifs, le contexte économique, le contexte démographique, le contexte social et culturel, le contexte scientifique et technologique, l'environnement naturel et les écosystèmes. Tout se tient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul levier à actionner en termes de bien-être et de santé, il faut actionner plein de leviers différents. Et c'est en ça où il n'y a plus seulement le ministère de la Santé qui est compétent pour parler de ces questions-là, mais tous les ministères peuvent avoir une action sur les questions de bien-être et de santé. Et moi, je vais essayer de rentrer un peu plus au cœur des questions d'aménagement du territoire et d'aménagement durable. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous montrer d'abord la définition de l'OMS sur le concept d'urbanisme favorable à la santé, qui a été initié, comme vous pouvez le voir, dans les années 2000. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus sur quelque chose dont on parle depuis 50 ans ou depuis 100 ans. On est vraiment sur quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire moderne de l'humanité. Donc, l'OMS parle de problématiques de santé telles que l'obésité et l'asthme, les inégalités de santé, les troubles de la santé mentale, l'exposition à des agents délétères, constituent autant d'enjeux contemporains de santé publique, étroitement conditionnés par la qualité de l'environnement urbain. Donc, vous voyez, là, on est en 2010, donc c'est quand même assez récent. Donc, il demande à ce qu'on soutienne les efforts des villes et des régions d'Europe pour les aider à devenir plus saines, plus inclusives, plus sûres, résilientes et durables. C'est une des 7 actions phares auxquelles se sont engagés les ministres de la Santé et de l'Environnement des 53 pays de la zone euro de l'OMS dans la déclaration d'Ostrava, juillet 2017. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais en revanche, si vous voulez aller voir la déclaration d'Ostrava, elle est extrêmement riche et vous allez pouvoir voir un certain nombre de contenus. Donc, on est plutôt sur des choses assez à l'échelle européenne et mondiale, mais qui se recoupent très très bien avec ce qu'il y a dans les ODD, dans les objectifs de développement durable. Voilà. Ensuite, en France, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que le ministère de la Santé ou le ministère de la Transition écologique que je représente aujourd'hui avons fait depuis les années 2000? La principale action qu'on a pu mener, c'est faire des plans nationaux santé-environnement. Donc, il y a eu un premier PNSE1
au début des années 2000, donc depuis 2004, où on était vraiment sur la prise en compte des inégalités environnementales. Il y a des très fortes inégalités environnementales en France, en fonction des régions, des départements, à l'échelle très locale. Donc voilà, le PNSE1 s'est attaché à regarder déjà ces premières inégalités environnementales. Ensuite, il y a eu un deuxième plan national santé-environnement qui a fait déjà un focus sur les questions de transport et de santé, de lutte contre l'habitat indigne, de protection des enfants exposés aux polluants environnementaux. Donc voilà, on a commencé déjà à faire un peu plus de focus sur certaines thématiques. Ensuite, le PNSE 3 qui vient de s'achever, bon, là je vous ai mis les dates 2015-2019, mais avec la crise sanitaire, il a couru un peu plus longtemps jusqu'en 2020, où on était déjà sur caractériser les expositions à l'échelle des territoires en tenant compte des inégalités de vulnérabilité des populations. Donc déjà, on tient compte des questions de vulnérabilité des populations. Et vous verrez tout à l'heure dans mon argumentaire qu'on a des écarts d'espérance de vie qui sont énormes en France, parfois même au sein même d'une même région. Et l'apparition d'une action nouvelle, mieux intégrer les enjeux de santé et environnement dans l'aménagement et la planification urbaine. Donc déjà, c'est à partir du PNSE 3 où on a commencé à identifier le levier de l'aménagement ou de l'urbanisme comme outil de prévention formidable en termes de santé et environnement. Et le PNSE 4, que je vais vous montrer tout de suite, qui vient d'être signé et déployé en mai 2021, donc c'est vraiment extrêmement frais, qui va courir entre 2021 et 2025. Voilà, donc là, on met l'accent sur l'information, la formation en termes d'environnement, sur les bons gestes à adopter pour notre santé et celle des écosystèmes, sur la réduction des expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes sur l'ensemble du territoire, sur la démultiplication des actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires et sur la meilleure connaissance des expositions et des effets de l'environnement sur la santé des populations et des écosystèmes. Vous voyez qu'au fur et à mesure des plans, on va beaucoup plus loin et les actions sont de plus en plus concrètes. Donc vous le verrez ensuite que les ARS, les agences régionales de santé, déclinent ce plan national en PRSE, plans régionaux santé-environnement, parce qu'il y a des énormes spécificités de santé et environnementale d'une région à une autre. Entre les Hauts-de-France, où on bat des records d'obésité infantile, et la Corse, on ne sera pas forcément, voilà, en termes de climat, en termes d'exposition aux nuisances ou autres, on ne sera pas du tout sur les mêmes facteurs, donc du coup, les plans sont différents. Je vais faire une petite pause sur mon PowerPoint pour vous aller vous montrer sur la page du ministère de la Transition écologique. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Mais le PNSE 4 que vous pourrez télécharger. Donc là, vous voyez, en tapant PNSE 4, vous allez trouver soit le lien vers le ministère de la Santé, soit le lien vers le ministère de la Transition écologique. Moi, je vous ai mis celui de mon ministère. Hein, et vous allez pouvoir le télécharger à la fin. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a plusieurs axes que je vous ai lus tout à l'heure dans mon PowerPoint. Donc, je ne les reprends pas. Et dans chaque axe, vous allez y retrouver des actions. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des actions, mais voilà, elles sont très détaillées. Et le PNSE 4 est beaucoup plus opérationnel que les autres plans. Et donc, vous verrez à la fin, il y a une petite vidéo. Et ensuite, vous avez toute une série de documents. Vous allez pouvoir télécharger soit le plan complet, soit la synthèse du plan. Donc là, par exemple, moi, je vous ai mis le PDF de la synthèse du plan, qui est extrêmement synthétique. Vous allez pouvoir trouver toute une série d'informations. Voilà, moi, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que, en termes de timing, ce serait trop serré. Je vais revenir sur ma présentation. Voilà, mais je vous laisserai découvrir ce PNSE 4. Et donc, les PRSE, donc on est sur des plans régionaux santé-environnement. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque région a son propre plan. Donc là, pour l'instant, chaque région a son PRSE 3 qui court toujours. Et maintenant que le plan national est sorti, chaque ARS travaille sur son PRSE. Donc, ils auront bientôt tous un PRSE 4. Donc, si vous allez sur le site des ARS de chaque région, vous allez pouvoir aussi télécharger le PRSE de votre région. Voilà, donc l'avis des ARS est sollicité dans le cadre de l'autorité environnementale sur des projets d'aménagement et documents d'urbanisme, PLU et ZAC. Donc ça aussi, c'est une question qui est assez importante, parce que du coup, maintenant, dans les documents d'urbanisme, les questions de santé sont importantes et les autorités sont consultées.
Donc, le PRSE est co-construit avec les acteurs locaux de la santé environnementale. Le PRSE Nouvelle-Aquitaine repose sur 21 actions. Bon, là, je vous ai mis celui de Nouvelle-Aquitaine, mais vous allez pouvoir retrouver tous ceux des autres régions. Sur 21 actions issues de priorités nationales adaptées aux réalités territoriales et régionales, aux priorités régionales de santé publique, ainsi qu'aux attentes et perceptions des habitants de Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai mis quelques chiffres clés, par exemple, justement sur ces très fortes disparités régionales. 19 ans, donc c'est l'écart maximum d'espérance de vie aujourd'hui constaté en France et en région Île-de-France entre Le Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne et la commune de Jouarre en Seine-et-Marne. Vous voyez, avec quand même un écart d'espérance de vie de 19 ans en région Île-de-France. Voilà, on ne parle pas d'écart d'espérance de vie entre le Malawi et le Portugal. On parle bien de deux communes d'Île-de-France. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, ça, c'est à la fois les facteurs environnementaux, bien sûr, mais c'est aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, les comportements individuels et les modes de vie. Et bien entendu, les facteurs sociaux sont prépondérants pour expliquer la majeure partie de ces écarts d'espérance de vie. Comme je vous l'ai dit, plus on est pauvre, plus on a des modes de vie qui sont nuisibles pour notre santé. C'est des moyennes en général. Et plus on est pauvre, moins on peut s'extraire de nos environnements, de leur environnement, donc plutôt défavorable à leur santé et à leur bien-être. Ensuite, il y a une série de recommandations que moi je trouve assez intéressantes et qui, si on pouvait le faire en termes d'aménagement partout, c'est par exemple 500 mètres, c'est la distance au logement recommandée pour les services et équipements essentiels, supermarché, poste, banque, médecin généraliste, centre médical, etc., etc. La ville du quart d'heure, en gros, celle qu'on a tous expérimentée pendant la crise sanitaire et le confinement, c'est d'avoir accès à toutes les aménités ou toutes les fonctions qu'une ville peut nous apporter en termes de proximité, pas loin de chez nous. Vous voyez que 500 mètres, alors ce n'est pas à vol d'oiseau, c'est 500 mètres en isochrone, c'est-à-dire depuis chez soi en marchant s'il y a des coupures urbaines ou autres. Et ensuite, par exemple, 1 kilomètre, c'est la distance maximale entre le lieu d'habitation d'un enfant et un espace de jeu qui est recommandé par l'OMS pour inciter à l'activité physique et sportive. Donc là, vous pouvez voir aussi, les enfants et les ados d'aujourd'hui bougent moins que par le passé, s'alimentent moins bien que par le passé. Alors, c'est à la fois dû par nos modes de vie, mais bien entendu que les écrans ont un impact assez fort sur ces questions-là. Mais du coup, les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité assez forte pour proposer dans l'espace public, en termes d'aménagement, des espaces pour que les enfants puissent sortir plus facilement de chez eux, aller jouer, aller faire du sport, aller bouger. C'est extrêmement important. Je passe là-dessus. Donc, depuis le PNSE 3 et la prise en compte de l'importance de l'aménagement et de la planification en termes de prévention sanitaire, le ministère de la Transition écologique, plus la Direction générale de la santé, l'ADEME, l'AFNO, Fédération nationale des agences urbaines, et l'agence urbaine de Bordeaux se sont lancés dans un projet qui s'appelle le projet Isadora. Le projet Isadora, c'est de l'urbanisme favorable à la santé, c'est réaliser un outil qui permette aux porteurs de projets, aux collectivités territoriales, d'intégrer toutes les questions de bien-être et de santé dans leur politique d'aménagement. Donc, ils ont déterminé toute une série d'items qu'ils ont appelés déterminants de santé, sur lesquels on pouvait intervenir en termes d'aménagement. Donc, ils sont en 4 catégories, comme vous pouvez le voir sur la slide. On a les facteurs environnementaux, physiques et les milieux, c'est-à-dire la qualité de l'air, les eaux, qualité des sols et la biodiversité. Donc là, je ne reviens pas dessus parce qu'on en a quand même pas mal parlé lors de ce webinaire aujourd'hui, notamment la nature en ville ou la nature tout court et la biodiversité. Ensuite, les facteurs d'environnement physique et le cadre de vie, les champs électromagnétiques, l'environnement sonore, la luminosité, la température et la sécurité. Donc là, en termes d'aménagement, on peut avoir un impact très fort sur ces questions-là. Là, on est au début de l'été. Bon, même si en termes de météo, pour l'instant, ça ne se voit pas dans toutes les régions, mais potentiellement, on va connaître quelques canicules ou vagues de chaleur cet été qui seront de plus en plus importantes dans nos villes. Donc, les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité à essayer d'aménager des îlots de fraîcheur dans les différents espaces urbains, quelle que soit la taille des villes. Et ça devient quelque chose d'urgent. C'est vrai que pour l'instant, on ne s'en rend pas compte en termes de météo, mais ça devrait venir durant l'été. Ensuite, l'environnement socio-économique. Et celui-là, il est peut-être plus difficile à aborder et de voir le lien direct entre le bien-être et la santé, mais pourtant, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, les interactions sociales, elles sont très importantes. Une personne seule qui a très peu d'interactions sociales, c'est quelqu'un qui sera potentiellement beaucoup plus soumis
à des problèmes de santé mentale ou psychique. Pareil, l'accès à l'emploi, aux services et aux équipements, hein, sont extrêmement importants. Hein. Quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est désociabilisé, c'est quelqu'un qui aura aussi potentiellement plus de problèmes de bien-être et de santé. Et ensuite, les styles de vie et capacités individuelles. Donc, pareil, là, je vous en ai quand même pas mal parlé au début. Activité physique, l'alimentation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Les compétences individuelles et les revenus. Les revenus ont une importance fondamentale en termes de bien-être et de santé. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qui a été donc, proposé dans le guide Isadora, c'est des clés pour agir en termes d'aménagement. Donc, ils ont d'abord identifié 3 clés de gouvernance, c'est-à-dire la première clé, c'est établir une gouvernance santé au sein de la collectivité territoriale, un COPIL, un COTEC, et un suivi très, très précis en termes de gouvernance, avec bien sûr de la participation citoyenne, parce qu'on ne s'occupe pas de la santé ou du bien-être des gens sans les intégrer et sans les consulter, sans les écouter, bien entendu. Et le troisième, c'est une question de diagnostic, c'est-à-dire voilà, avoir un portrait très, très fin et très fiable de la santé et de l'environnement du territoire, qu'on soit dans un tout petit village ou une grande métropole. Les questions sont les mêmes, c'est d'avoir un diagnostic très fin de son territoire. Et ensuite, il y a toute une série de clés opérationnelles sur lesquelles on peut agir. Donc, dans le guide Isadora, il y a, donc, vous voyez, des clés 4 à la clé 15, toute une série de propositions pour avoir un impact sur le bien-être et la santé. Donc, travailler sur l'exposition des populations aux nuisances et pollutions, sur la qualité des logements, à la fois qualité intérieure ou extérieure des logements, sur les mobilités actives et notamment les questions du handicap, les personnes à mobilité réduite, mais pas que, sur les questions d'accessibilité à l'emploi, au commerce, équipements et services, la ville du quart d'heure, hein, sur les questions de cohésion sociale, sur la question des 5 sens et de l'identité du lieu. Et ça, c'est parfois quelque chose qu'on oublie, les 5 sens, hein, c'est-à-dire entendre, voir, sentir, goûter. Voilà, c'est extrêmement important dans une ville et parfois on oublie certains sens lorsqu'on aménage nos villes. Les fonctions sociales des interfaces et des espaces communs, les espaces publics. Hein. Vous avez tous pu constater aussi la manière dont dont sont aménagés nos espaces publics pendant la crise sanitaire et le confinement avait un impact assez important sur la manière dont on pouvait se déplacer ou se sentir en sécurité sur cet espace public. Et ensuite, toute une série d'items plutôt, on va dire, environnementaux hein, sur l'aménagement des espaces verts ou des espaces végétalisés, l'agriculture urbaine, les îlots de chaleur urbaine et la gestion des eaux pluviales. Voilà, alors je vais, pareil, refaire un stop sur mon PowerPoint pour vous montrer donc où est-ce que vous pouvez télécharger le guide Isadora. Alors, il fait entre 300 et 400 pages, hein, donc vous pouvez le télécharger. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Hein. Je vous mettrai les liens du PNSE 4 et autres. Mais alors, sur la plateforme Écoquartier, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais on l'a déposé. Donc, si vous tapez sur Google, il n'y a que moi qui n'entends plus François est figé apparemment. Ouais. Ouais. On n'entend plus rien. Ouais, Oui, on n'entend plus, C'est il se passe plus rien. le document Isadora de 400 pages, là, ça Ouais, on n'entend plus rien. Je vais essayer de l'appeler. Je demande 2 secondes. Comme on avait de l'avance, ça tombe bien. Pourtant, son micro est ouvert. Oui, mais je pense que l'image est figée. Je pense qu'il a un problème de liaison informatique. Il faut qu'il se reconnecte, je pense. Nicolas, je ne sais pas si tu as le temps de regarder dans le chat pendant ce temps s'il y avait déjà des contributions de la part des participants qu'on aurait pu. On a vu, mais on ne peut pas me les prendre en direct. On n'a pas. Nicolas, c'est pas beaucoup mieux chez toi, hein, malheureusement. Il y en a moins que pour l'alimentation. Hein. Vous ne m'entendez pas? Il y avait des questions sur le choix des distances, les 500 mètres et kilomètres entre les équipements. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion, mais j'ai l'impression que je suis revenu. Oui, tu es revenu et le temps file et on est pas mal en retard déjà. Ok, je vais faire vite.
Combien de temps tu me laisses, Philippe, encore pour conclure? Là, si tu Minutes. dans 2 minutes, il te reste 2 diapos, tu as 2 minutes, 2-3 minutes pour la diapo, 2 minutes, et puis les questions, il y avait quelques questions et petits Challenge. Ok, je vais essayer de vous le faire en 2 minutes. Donc voilà, même la dernière diapo qui était pas mal avec les recommandations. Là, ça nous... Ok, j'y arrive. Je vais essayer de vous le faire en 2 minutes. On a réalisé avec l'ADEME un argumentaire sur densité, aménagement et santé à l'aune de la crise sanitaire. Donc, il y a toute une série d'hypothèses qu'on a observées qui sont soit des tendances lourdes, soit des tendances qui seront apparues pendant la crise sanitaire et les Français vont reprendre leur comportement normaux. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faudra regarder au long terme, mais on les a classées par différentes thématiques. On a eu à la fois, par exemple, une explosion de la pratique du vélo en France depuis 1 an. Et en même temps, les gens ne voulaient pas prendre le métro en région parisienne, à Toulouse ou à Lille, et les gens ont repris leur voiture individuelle. On a constaté ces 2 phénomènes-là. Il y a eu un retour en grâce de la maison individuelle avec un jardin, qui est en train de s'estomper aujourd'hui. Donc voilà, il faudra essayer d'observer ça. Les prix du logement qui ont accès à un balcon, une terrasse ou un jardin ont explosé de 15 à 20 ou 25% selon les régions. Les Français ont tous voulu avoir un accès à des espaces végétalisés ou à des espaces plutôt larges autour de chez eux. Voilà. Je n'ai pas énormément de temps pour vous lire un peu toutes ces hypothèses-là, mais de toute façon, je pense qu'on vous enverra les supports de présentation. Mais je vais vous lire le chiffre là qui est en bas sur ma slide. Donc 23%, c'est la part des Français pour qui l'épisode de confinement du printemps 2020 a suscité une envie de déménager, principalement pour avoir davantage accès aux espaces extérieurs et pour vivre en plus grande proximité de la nature. Donc voilà, il faudra essayer de voir si ce phénomène-là perdure en 2021 ou 2022, ou si c'était juste un phénomène transitoire. Mais vous avez pu voir qu'avec le développement phénoménal du télétravail, le fait que la fibre aujourd'hui soit quand même arrivée dans pas mal de territoires, beaucoup de cadres ou d'urbains, de métropolitains sont en train de déménager ou ont déménagé pour télétravailler depuis des centres-bourgs, des villes moyennes, voire d'une grande métropole à une moins grande métropole ou une agglomération. C'est un phénomène assez lourd, jusqu'au point que la SNCF est en train de développer en septembre un tarif spécial ou un abonnement spécial télétravailleur. C'est-à-dire qu'en choisissant la ville de départ et la ville d'arrivée, ils auront droit à 2 ou 3 allers-retours à des prix battant toute concurrence voilà, à partir de septembre. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est quand même un phénomène assez important. Je vais avancer. Donc 29%, c'est la progression de la fréquentation des pistes cyclables en France en septembre 2020 par rapport à la même période en 2019, dont 34% en milieu urbain, 17 à 20% dans les zones périurbaines et 16 à 18% en milieu rural. Voilà, c'est pas rien. Donc pareil, là, je vous ai mis en bas à droite. 48% des acheteurs potentiels orientent leur recherche immobilière vers une agglomération de moins de 20 000 habitants. À titre de comparaison, il n'était que 16% en mai 2020. Vous voyez, il y a quand même des tendances lourdes. Donc voilà, donc toutes ces hypothèses-là, je vous laisserai les découvrir. Avec l'ADEME, on a prévu de publier cet argumentaire-là en septembre. Donc au pire, on vous le représentera lors d'un autre événement. Et je vais aller sur la dernière slide que Philippe trouvait intéressante. C'est 10 bonnes raisons de s'inscrire dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Moi, déjà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que suite à la crise sanitaire, les questions de bien-être et de santé sont montées sur le haut du panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus, les citoyens, sont vraiment très à l'écoute de ces questions de bien-être et de santé. Donc, c'est vraiment le bon moment pour leur en parler et de lier ensemble environnement et aménagement avec ce que ça peut avoir comme poids sur le bien-être et la santé. C'est quelque chose qui marche très régulièrement. C'est quand même des sujets qui sont un peu plus passionnants que des questions un peu techniques sur les énergies renouvelables ou les éoliennes. Donc, cette question-là, elle intéresse la vie quotidienne des Français et c'est souvent assez efficace pour parler d'autres questions plus vastes d'aménagement durable. Donc, les questions de santé parlent à tout le monde et concernent tout le monde. Il y a une compatibilité possible avec plein d'autres référentiels d'aménagement durable, que ce soit les ODD, écoquartier ou HQE aménagement, AU2, etc. etc. C'est un bon moyen de faire avec les habitants. Comme je vous disais, les habitants aussi sont très intéressés par ces questions-là. Et comme vous pouvez le voir avec les taux d'abstention électorale ou le peu d'implication parfois des habitants à des processus de concertation, leur parler de leur vie quotidienne, de leur santé ou de leur bien-être, c'est aussi une bonne façon potentiellement de les refaire revenir sur des questions de débat public et d'aménagement. C'est une méthode très efficace de prévention, j'espère vous l'avoir démontré aujourd'hui. Ça permet de faire aussi de l'intergénérationnel. Les questions de bien-être et de santé, ça touche toutes les tranches d'âge. Alors bien sûr, avec à chaque tranche d'âge, des spécificités
de santé particulière, mais en tout cas, ça touche toutes les générations. C'est un partage de bonnes pratiques et de bon sens. Hein. Parfois, il suffit de toucher à peu de choses ou de sensibiliser sur des choses qui peuvent paraître évidentes. Hein. Tout à l'heure, les propos sur l'alimentation, on se dit, oui, c'est du bon sens, ça paraît un peu évident, mais voilà, parfois, il faut savoir le rappeler. On touche à différentes échelles, hein, je vous l'ai montré, régionales, nationales, parfois très locales, parce qu'il y a des spécificités assez fortes. C'est attractif pour les financeurs. Sachez qu'aujourd'hui, il y a énormément de financeurs, soit gros, soit moyens, qui s'intéressent à ces questions-là, hein, que ce soit les mutuelles, mais aussi les gros aménageurs. Il y a Bouygues qui a réalisé un cahier, justement, aménagement et santé, qui est extrêmement intéressant. Je vous encourage à le consulter. Il y a une visibilité auprès des autres collectivités territoriales et un cercle vertueux du vivre ensemble. C'est-à-dire que voilà, le bien-être et la santé, ça permet aussi de parler du vivre ensemble et du bien vivre ensemble. Et j'en ai fini là. J'espère que Philippe, en termes de timing, ça te convient. Eh ben, ça me convient. Juste un complément, tu as cité un ouvrage de Bouygues, j'en citerai un de l'Institut Paris Région qui vient de sortir sur la santé et l'urbanisme, qui peut-être est plus proche de nous que Bouygues spécifiquement. Hein. Mais merci pour cette présentation express. Effectivement, on aurait pu développer chacun des items que tu as présentés. Moi, je trouve qu'il y a eu des questions pas mal sur la portée juridique des PRSE, mais il y a eu les réponses en direct dans le chat. Il y avait par contre une question. Dans une des diapos, tu parlais de 500 mètres pour tel type d'équipement, à moins d'1 kilomètre pour d'autres. Comment ça a été défini, sur quelle entrée, enfin, quel a été le critère pour définir ça, si tu as l'info? Alors, je n'ai pas forcément l'info, mais c'est des recommandations. Hein, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est de se dire que, en tout cas pour les jeunes, pour faire des pratiques physiques et sportives, il ne faut pas que ce soit trop loin de chez eux, sinon ils n'y ont pas forcément, pas régulièrement. Parce qu'en termes d'activité physique et sportive, il vaut mieux en faire très régulièrement un peu que beaucoup une fois. Et donc, voilà, il ne faut pas que ce soit trop loin de chez soi, il faut que ce soit accessible facilement. Je voudrais rajouter qu'il y a parfois aussi des questions de genre, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi constaté que dans certains territoires, les filles et les femmes avaient moins accès à ces équipements sportifs ou de pratiques physiques que les garçons. Donc, il y a aussi cette question du genre à traiter dans l'espace public qui est très important. Et non, sinon, il faut voir ces chiffres-là comme des recommandations. Hein. Donc, dans justement cette ville de la proximité, cette ville du quart d'heure, après, effectivement, d'un territoire à un autre, on ne sera pas sur 15 minutes. Dans un petit village ou un centre-bourg, on sera peut-être plutôt sur 5-10 minutes. À Paris, on peut peut-être monter un peu au-delà. On est peut-être prêt à faire 30 minutes pour aller jouer au tennis que dans un centre-bourg où on aura envie d'y jouer à 10 minutes de chez soi. Mais voilà, il faut garder ça en tête comme des recommandations et se dire qu'il faut que ce soit dans la ville de la proximité. Merci François pour cette précision. En plus, ça souligne une autre remarque qui avait été faite sur la mixité d'usage, alors également sur la mixité sociale, hein, entre l'intergénérationnel et les différentes dimensions sociales. Moi, je compléterai juste pour clore et laisser la parole pour la conclusion, puisque je ne vois pas d'autres questions immédiates. Et merci de la précision du lien pour le document de l'Institut Paris Région. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même, on est dans un cadre où il y a Petite Ville de demain, où il y a les plans de relance, où il y a les plans d'investissement d'avenir, où tous ces sujets-là peuvent être retrouvés et la santé peut être traitée. On a parlé ce matin, le président de la fédération a parlé des biosourcés, notamment de la mobilisation, qui sont aussi un des éléments de santé. Et puis, j'espère qu'on aura l'opportunité spécifiquement de revenir sur la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet aussi particulièrement riche, mais on avait un temps très contraint. Merci beaucoup, François.